Alors, bienvenue au webinaire sur les risques liés au déplacement professionnel dans le cadre des journées de la sécurité routière. Donc, cette présentation sera réalisée donc, par Madame Lacorte-Sarah, qui est infirmière santé-travail, Madame Desmonaz Evelyne, conseillère prévention santé-travail, Madame Lasserre-Rampon, qui est notre juriste, et moi-même, donc Chavon-Céline, assistante santé sécurité au travail. Nous aurons aussi en back-office Madame Lemaître Eva, qui est assistante médicale, et Madame Debiaz Amandine, qui est conseillère en prévention. Donc, elles vont gérer un peu toutes les questions-réponses au niveau du chat. Donc, on va aborder cette sensibilisation donc, par le sommaire. Donc, il y a les objectifs de la sensibilisation. On va parler de quelques chiffres, les définitions, quels enjeux, les risques liés à la conduite, le risque accident, les risques sur la santé, les autres modes de déplacement, et on finira par les axes de prévention. Donc, les objectifs de la sensibilisation, donc c'est sensibiliser les employeurs et les salariés aux risques liés au déplacement professionnel. C'est transmettre des informations sur les obligations respectives des employeurs et des salariés, le risque d'accident, les risques liés à la conduite sur la santé et les axes de prévention. Donc, je vais vous parler un petit peu des chiffres clés de 2017 qui sont issus de la Direct Carsat. Donc, il faut savoir que le risque routier professionnel est un risque majeur. Un nombre important de personnes sont concernées et on voit quand même qu'il y a 40% d'accidents corporels de la route qui sont liés au travail. Donc, parmi les accidents liés au travail, donc on a les accidents routiers professionnels qui ne sont pas les plus fréquents, donc on a 10% des accidents de travail et de trajet, mais ils font partie des accidents les plus graves, donc 40%. Donc pareil, des accidents de travail, trajet, donc qui sont quand même mortels. Chaque année, les routiers professionnels, les accidents routiers professionnels, accidents de trajet de mission confondus, sont la première cause de mortalité. Donc on voit qu'en 2017, on avait 480 personnes tuées. En 2018, on en avait 482. Il y a 7% de décès qui font suite à un accident de travail, qui sont des accidents de mission, et 90% des accidents de trajet donc, qui ont lieu sur la route. Donc on peut voir qu'il y a quand même des conséquences assez graves. Donc on voit qu'on a quand même plus de 4 millions de journées d'arrêt de travail chaque année. En moyenne, c'est quand même 77 jours d'arrêt pour une victime d'un accident de la route en lien avec le travail. Donc il y a quand même des conséquences irréversibles pour les salariés, pour aussi leurs familles et surtout préjudiciables aussi pour les entreprises. Donc je vais maintenant laisser la parole à Janie pour tout ce qui est partie législative. Bonjour à tous, je me présente, Janie Lasserre-Rampon. Alors, je ne sais pas si on me voit, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Non, on ne te voit pas. Allez. Voilà, je me présente, Janie Lasserre-Rampon, juriste à la GEMETRA. Voilà, donc j'interviens aujourd'hui dans le cadre effectivement de cette sensibilisation concernée au risque des déplacements professionnels pour finalement rebondir un petit peu sur les chiffres qui vous ont été présentés. En fait, on se parle effectivement de risques qui entraînent et qui vont entraîner effectivement ce que vous connaissez très bien, c'est-à-dire les accidents du travail. Alors, la définition d'un accident du travail, elle n'est pas donnée par le Code du travail. Ce n'est pas le Code du travail qui la définit, c'est le Code de la sécurité sociale, dans la mesure où c'est une conséquence qui va entraîner, en tous les cas, une prise en charge assurantielle. Si l'on s'en tient à la définition qui est donnée par le Code de la sécurité sociale, est considéré donc comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, tout salarié, toute personne salariée ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc, on peut effectivement, au regard de cette définition, se dire que d'une part, toute personne travaillant effectivement sur le lieu de l'entreprise qui aurait un accident en fait à ce titre-là, cet accident serait considéré comme un accident du travail.
Alors, en revanche, là où c'est un petit peu moins précis, c'est ce qui concerne les accidents de trajet et ce qu'on pourra considérer être comme des accidents de mission. Alors, les accidents de trajet sont les accidents qui vont survenir, en fait, qui vont survenir entre le lieu de déplacement, le déplacement entre le domicile, pardon, et le bureau. Cet accident de trajet, c'est cet accident qui va se produire de manière récurrente sur un trajet que vous connaissez bien et qui, effectivement, celui qui pourra se produire à l'occasion de ce déplacement qui vous conduit à votre travail. Alors là, pour ce qui concerne les accidents de trajet, les accidents de mission, ils ne sont pas directement, ils ne rentrent pas dans la définition du Code de la sécurité sociale au titre des accidents de travail, puisqu'ils sont effectivement, par définition, en dehors, effectivement, de l'entreprise, en dehors, finalement, du lieu de travail. Donc, le Code de la sécurité sociale ne considère pas qu'ils sont des accidents de travail à proprement parler. En revanche, on considère qu'un accident de trajet est un accident, effectivement, il y a une imputabilité à l'accident de travail. C'est-à-dire que le salarié victime d'un accident de trajet devra rapporter la preuve qu'il se rendait bien à son travail au moment où, effectivement, l'accident s'est produit. Il en va de même, effectivement, pour ce que l'on appelle l'accident de mission. L'accident de mission, c'est celui, en fait, qui peut survenir à partir du moment où votre employeur vous envoie, effectivement, exercer une mission précise et bien définie. Donc, la jurisprudence est assez extensive à ce titre-là, et même pour les accidents de mission qui pourraient parfois paraître un petit peu extravagant au regard effectivement de l'accident survenu, la jurisprudence considère que très souvent c'est imputable à l'accident du travail. Donc tout cela pour dire que finalement la notion de travail et d'accident de travail reste très 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 extensive au-delà de la définition qui est donnée par le Code de la sécurité sociale, et que bien souvent l'accident de trajet et l'accident de mission sont reconnus, quand bien même ils ne sont pas par définition des accidents de travail, sont reconnus effectivement comme des accidents du travail. Je voulais vous parler d'un point de vue réglementaire. Ensuite, quels sont les enjeux en fait des risques liés au déplacement professionnel et notamment du risque routier. Les enjeux sont énormes. Au regard effectivement des chiffres en fait qui vous ont été présentés par Céline, vous êtes bien rendu compte que 40% des accidents sont liés au déplacement et peuvent être avoir des retentissements très très importants, tant sur le plan personnel que sur le plan social et sur le plan bien sûr professionnel. Pour autant, les bases juridiques sont extrêmement complexes puisqu'elles appellent en fait des dispositions tant du Code du travail que du Code de la route, que du Code civil dans le cadre de la réparation, que du Code pénal dans le cadre possiblement de la condamnation, et le Code des assurances, bien sûr, d'un point de vue réparation assurantielle. Alors, si on parle, et sans rentrer vraiment dans une grande technique, le rappel principal du Code du travail dans le cadre effectivement de l'exécution du contrat de travail, c'est que l'employeur, compte tenu de ses obligations, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça, c'est le Code du travail. Je crois, les employeurs connaissent très très bien ces dispositions issues de L4121.1 à L4121.5 du Code du travail. Et ces mesures vont comprendre pour les employeurs des actions de prévention des risques professionnels à prendre, des actions d'information et de formation, et la mise en place, bien sûr, d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, cette obligation de sécurité résultat, elle est très, très prégnante, en fait, pour les employeurs et à qui, en fait, il est demandé de mettre en œuvre les 9 principes de prévention que vous connaissez aussi très, très bien, à savoir, effectivement, éviter le risque, évaluer le risque, l'éviter. Est-ce qu'on peut changer la dia, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse suivre ? Merci. Et bien sûr, le point de départ de cette démarche de prévention pour l'employeur, c'est l'évaluation du risque avec, bien sûr, en ce qui concerne le risque lié au déplacement professionnel, l'évaluation, bien sûr, du risque routier. Alors, l'employeur sera tenu d'élaborer un plan d'action qui va viser, bien sûr, à faire un état des lieux précis
des lieux de déplacement, faire un inventaire des types et caractéristiques des véhicules, bien entendu, bien vérifier que les véhicules sont en bon état de circulation et bien sûr identifier les salariés qui sont exposés. À cela, effectivement, l'employeur sera tenu de, bien sûr, informer le salarié, mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, des actions de formation, d'information et de pouvoir, à chaque fois qu'il y a une modification dans le cadre, effectivement, de ces mesures de prévention, d'en informer l'ensemble de ses salariés. Cette nécessité de sensibiliser est très importante. Mes collègues préventeurs vous en parleront tout à l'heure. Et le corollaire, malgré tout, de ces obligations de l'employeur, qui, comme je vous le disais, hein, c'est une obligation de sécurité résultat. Tous les employeurs connaissent en fait ces obligations et connaissent l'étendue en fait de l'importance de ces obligations. Le corollaire, c'est malgré tout les obligations du salarié. On verra tout à l'heure que, effectivement, dans le cas des déplacements professionnels, l'employeur, certes, si le salarié se déplace dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le lien de subordination est établi sans problème. Pour autant, le salarié reste maître de son comportement et lui aussi est tenu, malgré tout, à des obligations qui sont issues du Code du travail. Il doit se conformer, bien sûr, aux instructions qui sont données par l'employeur. Donc, il a l'obligation, bien sûr, de respecter la consigne et de prendre, bien sûr, soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes qui sont concernées par ces actes. Ça veut dire que son comportement ne doit pas être, bien sûr, si je peux m'exprimer ainsi, légèrement déviant. En tout cas, il est dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, lequel contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et avec loyauté. Il doit bien sûr se conformer aux instructions données par l'employeur. Ces instructions données de l'employeur, bien sûr, sont quand même malgré tout détaillées et précisent les conditions d'utilisation des équipements de travail. On pense particulièrement effectivement aux outils embarqués qui peuvent aider le salarié dans son déplacement, mais aussi bien utiliser tous les moyens de protection mis à sa disposition pour protéger sa santé et sa sécurité. Donc, il y a bien une relation synalagmatique, bien sûr, du contrat de travail, mais aussi des obligations réciproques de l'employeur et de son salarié. Alors, au-delà de ça, les obligations du salarié restent malgré tout moins importantes que celles qui sont imposées par le Code du travail à l'employeur, puisque ces dispositions sont sans incidence sur le principe de responsabilité de l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout, ces obligations de l'employeur, ces obligations du salarié, ne viennent pas interférer ou ne vont pas venir diminuer quelque part cette obligation de sécurité de résultat qui appartient à l'employeur. Et bien sûr, le Code du travail précise que les mesures qui sont prises en matière de santé et sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. Donc, c'est bien entendu toutes ces mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, c'est l'employeur qui en a la charge financière. Je continuerai un petit peu, ou en tous les cas, pour vous parler, bien entendu, même si on l'a évoqué très rapidement, pour vous dire qu'un accident de la circulation, un accident lié au déplacement professionnel, c'est une incidence très très forte pour le salarié, bien sûr, qui sera très souvent la victime, mais peut-être pour des victimes tierces, mais aussi pour l'employeur qui devra supporter psychologiquement peut-être le poids effectivement d'un accident grave, mais surtout une charge financière, donc des retentissements divers et variés qui vont venir vraiment impacter la vie du salarié et la vie de l'entreprise et la vie de l'employeur, même peut-être de manière très personnelle. Pourquoi et comment? Tout simplement parce que une douleur ou un handicap qui serait issu effectivement d'un accident grave, bien entendu, va bouleverser, voire complètement, vraiment bouleverser de manière extrêmement grave la vie d'un salarié. Comme vous le disiez, l'employeur également sera de toute façon, s'il se sent ou s'il est tenu pour responsable, il devra réparer le dommage, il devra le réparer de manière assurantielle, il devra aussi payer ensuite des primes d'assurance, sa prime d'assurance va augmenter, son taux de cotisation d'accident du travail va également augmenter. Bref, je veux dire, ce n'est pas effectivement, bien sûr, c'est un sujet grave et
qui doit être extrêmement pris au sérieux. Donc, si on parle un petit peu de responsabilité et d'engagement de l'employeur, avant de vous parler des responsabilités vraiment tant civiles que pénales, il faut évoquer la faute inexcusable de l'employeur, qui est un concept jurisprudentiel, donc ça n'existe pas dans le Code du travail encore une fois, on n'a pas légiféré là-dessus. En revanche, c'est un peu le corollaire, encore une fois, de cette obligation de sécurité résultat qui revient à l'employeur. Puisque la faute inexcusable de l'employeur, elle va permettre l'engagement ou elle va directement engager la responsabilité de l'employeur dès qu'un simple manquement à une règle de sécurité pourra lui être reproché. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est grave, bien entendu. Ce concept, il est très facilement retenu, puisque dès lors qu'un simple manquement donc, à une règle de sécurité pourra être retenu, on ne tiendra pas compte de la gravité du manquement à l'obligation de sécurité, ni son caractère volontaire ou involontaire. Et c'est là où effectivement ça devient effectivement quelque chose d'assez important et l'employeur ne doit pas négliger éventuellement cet engagement vers un caractère involontaire d'une faute qu'il n'aurait pas eu l'intention de commettre, mais pour lesquels effectivement sa responsabilité sera engagée. Donc, et d'éventuelles circonstances atténuantes ne pourront pas exonérer non plus l'employeur de sa responsabilité. Donc, la faute inexcusable, elle est souvent, malgré tout, retenue dans le cadre notamment des accidents liés au déplacement professionnel de l'employeur qui devra, encore une fois, répondre de sa responsabilité dans ce cadre-là. Alors, j'ai noté que la faute inexcusable ne peut être invoquée en cas d'accident de trajet. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous le disais en préambule, l'accident de trajet n'est pas reconnu, ne rentre pas dans la définition de l'accident de travail. Donc, c'est la seule petite limite apportée donc à cette faute inexcusable. Elle ne peut pas être prise en compte ni invoquée, en tous les cas, dans le cadre de l'accident de trajet. Donc, je vais passer à un exposé concernant les responsabilités civiles. Vous savez que la responsabilité civile, ce n'est pas la même chose que la responsabilité pénale. La responsabilité civile, c'est en fait tous les dommages qui peuvent être identifiés dans le cadre de l'exécution d'un contrat et notamment de l'exécution du contrat de travail. Et là, en l'occurrence, on va parler de réparation. Donc, en fait, le salarié conducteur d'un véhicule responsable d'un accident de la route, lorsqu'il va causer des dommages matériels ou corporels, soit effectivement à des tiers, soit même effectivement à lui-même, l'article 1384 qui traite de la responsabilité délictuelle des personnes va faire peser à l'employeur une obligation de réparation des dommages causés tant aux salariés, mais bien sûr aux tiers à qui il aurait effectivement causé, avec qui l'accident se serait produit. En matière de conduite, cette responsabilité, bien entendu, elle est couverte par les assurances. Donc, ce sont les assurances qui couvrent en fait l'exercice professionnel qui viendra réparer en fait les dommages. Pour autant, comme je le disais, ce n'est pas anodin en termes effectivement de retentissement financier, puisque les primes d'assurance seront probablement fortement augmentées dès lors que, en fonction non seulement de la fréquence possible des accidents, en fonction surtout de leur gravité. Donc, c'est une première chose. Donc, condamnation au titre de la responsabilité civile dès lors qu'il y a une faute de commise, un dommage et qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. Plus grave, c'est bien entendu l'engagement de la responsabilité pénale de l'employeur qui pourra en tous les cas être engagé s'il est établi un défaut de mesure de prévention, et là on en revient à la faute inexcusable, à l'origine d'un accident de la route. Donc, en fonction effectivement de la gravité de l'accident et bien sûr des conséquences de cet accident, sans vouloir grossir le trait, mais en le grossissant quand même un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se parle de responsabilité pénale, cela relève du code pénal et le code pénal prévoit des peines d'emprisonnement qui peuvent être effectivement des sanctions très lourdes, même des peines d'emprisonnement avec sursis ou sans sursis, qui peuvent malgré tout conduire l'employeur
à qui il serait reproché effectivement, en l'occurrence, un défaut d'entretien du véhicule ou une charge de travail trop importante, des longs trajets, des absences de pause. Dans ce cas-là, effectivement, la responsabilité de l'employeur peut aller jusqu'à une condamnation pénale. Donc, franchement, en fait, cette sensibilisation, bien sûr, a vocation à vous parler de tout ce qui pourra être mis en œuvre pour vous accompagner et effectivement pour prévenir, sachant qu'il était important de faire un petit peu ce passage vers, bien sûr, les obligations, mais également l'engagement des responsabilités. Donc, je vais passer de fait la parole à mes collègues préventeurs et notamment à Evelyne Desmonaz qui va vous parler des risques liés à la conduite. Bonjour. Donc, en fait, c'est Sarah Lacorte qui prend la main. Donc, je suis infirmière à la Gémetra et je vais faire le lien avec les facteurs de risque et la santé. Donc, la conduite est un acte de travail. Les informations donc reçues par le conducteur proviennent à la fois du travail et proviennent également de la conduite. Le conducteur est amené à prendre des décisions dans une contrainte temporelle souvent très forte, avec parfois des injonctions contradictoires. Par exemple, être ponctuel et en même temps respecter les limitations de vitesse, être joignable et en même temps, il est interdit de téléphoner au volant. Voilà, donc là, on explique un petit peu quelques injonctions contradictoires. Et donc, le comportement du conducteur varie selon les choix qu'il va privilégier. Il peut privilégier donc le travail en risquant de ne pas respecter les règles de conduite. Et là, il s'expose fortement au risque routier. Soit il privilégie la conduite avec un risque d'arriver en retard ou à son rendez-vous, le mécontentement du client, perdre carrément une clientèle, des remarques de son supérieur, et à ce moment-là, il y a un risque élevé de ne pas atteindre ses objectifs de travail. Donc, le conducteur doit trouver un compromis entre les contraintes professionnelles et la conduite. Et de cette situation de travail, en fait, se rajoutent plusieurs facteurs de risque. Donc, les facteurs accidentogènes, on va faire un grand zoom sur une liste de facteurs accidentogènes. Donc, nous allons parler des consommations de substances psychoactives. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que sous le terme de substances psychoactives, on distingue le cannabis, qui est une substance illicite, et les autres substances, l'alcool, les médicaments, mais qui ont sensiblement en fait les mêmes effets sur la conduite, comme nous allons le voir plus tard. La somnolence, la fatigue, la dette de sommeil, la conduite de nuit, la vitesse, l'utilisation, la manipulation du smartphone, les charges embarquées, le non-respect du code de la route, l'agressivité au volant. Donc, premier point, donc la consommation de cannabis. Donc, je vous rappelle que le cannabis est un stupéfiant. Et au-delà des dangers sur l'organisme, le danger, c'est lorsque le consommateur prend le volant. En effet, on retrouve 23% de la mortalité routière, 730 morts par an sur les routes, et la consommation de cannabis est impliquée dans un accident sur 8. Il y a des effets neuropsychiques du cannabis qui sont assez rapides, 15 à 20 minutes après inhalation, et qui peut persister plus de 6 heures. Nous retrouvons donc des difficultés à maintenir une trajectoire en ligne droite, une augmentation du temps de réaction, une conduite hésitante, un risque à ne pas pouvoir faire face à l'imprévu, des difficultés à évaluer les distances et à rouler à une vitesse constante, des difficultés à se concentrer, et une augmentation de la prise de risque. Un consommateur de cannabis multiplie par 2 le risque d'un accident mortel. Sachant qu'en France, il y a 1,4 million de consommateurs réguliers de cannabis. Les effets dépendent
de la qualité du produit, des quantités consommées et du mode de consommation, bien sûr. L'alcool. Donc l'alcool, c'est une des premières causes de mortalité sur la route. Ça représente 30% des accidents mortels. Donc nous allons retrouver des effets qui sont similaires à la consommation de cannabis. Il se rajoute un rétrécissement du champ visuel, une augmentation de la sensibilité à l'éblouissement. Donc, je vous rappelle que la limite autorisée est fixée à 0,5 g par litre. Donc, ce taux d'alcoolémie se calcule en fonction de la quantité d'alcool absorbée, du poids de la personne. Donc, concrètement, pour une consommation de 3 verres en dehors d'un repas, l'alcoolémie d'un homme va se situer à 0,5. Et pour une femme, pour la même quantité, elle sera à 0,8. L'élimination dans le sang, c'est de 0,10 à 0,20 g par heure. Voilà, une autre consommation dont on parle un petit peu moins, mais tout comme le cannabis et l'alcool, la consommation de médicaments peut altérer la capacité de conduite, entraînant des troubles de la vigilance, des troubles de la vision, de la coordination, du comportement, des réflexes et de la somnolence, voire de l'endormissement. Donc la consommation de médicaments de niveau 2 et 3 est responsable d'environ 3 à 4% des accidents corporels de la route. Donc nous retrouvons les 3 pictogrammes, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Peut-être vous détailler un petit peu les niveaux. Donc pour le niveau 1, soyez prudents, mais par exemple les sirops antitussifs sont classés, peuvent être de niveau 1. Les antitussifs opiacés ou les antitussifs antihistaminiques. Le niveau 2, nous retrouvons les antidépresseurs. Et niveau 3, nous retrouvons beaucoup de médicaments, alors des antiépileptiques, des antipsychotiques, des neuroleptiques et des anxiolytiques. Donc nous retrouvons dans les anxiolytiques des médicaments comme le Lexomil, comme le Xanax, le Sérestal, Tranxène, etc. Sachant quand même que nous avons plus de 11 millions de Français qui consomment des anxiolytiques au moins une fois dans l'année. Donc les conseils que nous pouvons vous donner sur cette consommation de médicaments, c'est déjà de lire la notice, de bien repérer les pictogrammes, de demander conseil à son médecin traitant, surtout en début de traitement et si le traitement est modifié. Voilà, c'est vrai que c'est à ce moment-là où les effets sont les plus importants. Bien sûr, ne jamais arrêter ou modifier son traitement sans un avis médical. Alors, la somnolence et la fatigue sont des effets qu'on retrouve beaucoup dans l'accidentologie. Donc, la somnolence est un état intermédiaire entre le sommeil et l'état de veille. Et elle peut avoir des origines diverses. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, dans les consommations de substances psychoactives, la somnolence est un des effets. Après, ça peut être lié également à la dette de sommeil, à un repas copieux pour la somnolence et éventuellement aussi à une problématique santé. Voilà, je voulais vous parler de l'apnée du sommeil. Voilà, ça peut être une pathologie et le signe peut être la somnolence. Nous avons un accident mortel sur 3 qui est associé à la somnolence sur autoroute. La dette de sommeil, c'est vrai que le temps moyen d'une nuit a tendance à se réduire. Les Français se contentent plutôt d'une nuit de 6 heures, alors que pour récupérer, c'est plutôt entre 7 et 8 heures. Sachant qu'une heure de sommeil en moins par nuit, ça équivaut à une nuit de sommeil en moins par semaine. Donc à ce moment-là, on se retrouve en dette de sommeil. 17 heures de veille active, ça peut être équivalent à 0,5 g d'alcool dans le sang.
avec du coup les mêmes effets. Donc les conseils lors de la conduite, c'est d'être attentif aux signes de fatigue et surtout à certains horaires entre 13 et 15 heures et 2 heures et 5 heures du matin, où il y a une baisse de la vigilance importante. Il ne faut pas lutter contre la fatigue et ne pas hésiter à s'arrêter et inclure des temps de pause dans l'organisation du travail. Voilà, de manière générale, être attentif à sa santé, son hygiène de vie et l'hygiène du sommeil. La conduite de nuit demande davantage d'attention et de vigilance que la conduite diurne, la conduite de jour. En effet, il y a moins de circulation la nuit, mais il n'y a pas moins de danger. Un tiers des accidents corporels a lieu la nuit et la conduite de nuit représente 20% du trafic, ce qui génère 46% de tués. Donc la nuit, nous avons des effets également, des effets visuels. Il y a une diminution de la perception visuelle, une appréciation plus difficile des distances, une sensibilité aux éblouissements avec les phares des véhicules en face et une réduction du champ visuel. Effectivement, la conduite de nuit, associée à la vitesse, on a un champ visuel qui est diminué de 30 degrés à 130 km/h. Voilà, on voit le petit schéma. Donc à 40 km/h, on a un champ visuel à 100 degrés normal. Et avec la vitesse, donc c'est un effet tunnel, on n'a plus que 30 degrés de champ visuel. Voilà, donc vitesse la nuit, ça va pas ensemble. Donc les conseils que nous pouvons donner, peut-être, c'est de modifier sa manière de conduire, surtout la nuit, en réduisant la vitesse. Porter attention également aux signes de fatigue et contrôler sa vue régulièrement. Sachant également que la conduite de nuit est plus difficile avec l'âge et certaines pathologies, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les glaucomes, les cataractes et les rétinopathies diabétiques. La vitesse est en cause dans un accident mortel sur 5. La vitesse peut provoquer un accident et augmenter sa gravité surtout. Le choc est plus violent. Donc au niveau des effets, on retrouve pareil, des effets assez similaires. Donc la vitesse induit un stress qui entraîne fatigue et perte de vigilance. On a une réduction de la possibilité de manœuvrer à temps et une augmentation de la distance de freinage. Donc ce qu'on sait, c'est qu'à 30 km/h, il faut 13 mètres pour s'arrêter, alors que tout de suite, à partir de 50 km/h, le conducteur aura parcouru 14 mètres avant même d'avoir commencé à freiner. Voilà. Et ce qu'on peut dire également, c'est que finalement, rouler à 150 km/h au lieu de 130, vous fait gagner que 6 minutes sur 100 km parcourus. Alors, les distracteurs, nous avons plusieurs sources de distraction lors de la conduite. Il peut y avoir le fait de manger, de boire, de fumer au volant, de pouvoir programmer son GPS, de changer de CD. Et là, on fait un petit zoom en fait sur le smartphone qui rassemble les 4 sources de distraction. Donc la distraction auditive, la distraction visuelle, la distraction physique et la distraction cognitive. Le conducteur détourne les yeux de la route pendant en moyenne 5 secondes pour écrire un SMS et il multiplie par 23 son risque d'accident. En téléphonant, le risque d'accident est multiplié par 3. Une personne sur 2 déclare utiliser son téléphone en conduisant. Et nous retrouvons un accident corporel sur 10 en lien. Les effets donc, de l'utilisation du téléphone sont assez similaires en fait, si on reprend un petit peu la liste des effets, à la consommation de substances psychoactives et à la somnolence. Voilà, une augmentation du temps de réaction également, une augmentation de la distance de freinage, comme nous l'avons vu avec la vitesse. Voilà, finalement, beaucoup d'effets. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'établir en fait, de définir des règles d'usage du téléphone en voiture. C'est-à-dire, on peut dévier les appels vers une messagerie
éteindre son téléphone, le mettre en mode conduite, couper le son, ranger le téléphone hors portée, c'est-à-dire pourquoi pas le mettre dans le coffre. Ou pouvoir téléphoner ou consulter ses messages lors de la pause. Alors, qu'est-ce que les charges embarquées? Donc, en cas de freinage brusque ou d'accident, un objet se trouvant dans l'habitacle du véhicule est projeté et peut blesser, voire tuer les occupants. Donc, par exemple, un ordinateur posé sur le fauteuil passager, lors d'un choc frontal à 50 km/h, cet ordinateur pesant 3 kg peut avoir une masse équivalente à 100 kg. Donc là, effectivement, on peut peut-être conseiller de poser le portable dans le coffre. Pour les véhicules utilitaires, c'est s'assurer également que les charges transportées ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire. Donc vérifier l'arrimage, immobilisation et séparation des charges de l'habitacle et aménagement du véhicule. D'autres facteurs que nous évoquons, les conditions climatiques se rajoutent aux facteurs que nous venons d'évoquer, les conditions climatiques, les conditions de circulation, le trafic dense, l'état du véhicule bien sûr, et le partage de la route. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de modes de déplacement, les deux roues, les trottinettes, les voitures, les piétons, etc. Un autre facteur également, les personnes qui travaillent en horaire de nuit, en horaire atypique, une source de fatigue plus dense. Voilà, donc je vais vous parler maintenant des pathologies. Donc nous avons vu précédemment les substances psychoactives, les médicaments qui peuvent modifier les capacités requises pour la conduite, mais nous avons également certaines affections. Donc voici la liste des affections médicales qui peuvent interférer avec la conduite. Donc nous avons des pathologies visuelles, les troubles du champ visuel, les baisses d'acuité visuelle, les apnées du sommeil qui peuvent engendrer une somnolence au volant si la personne n'est pas diagnostiquée, toutes les consommations, toutes les pratiques addictives, les pathologies psychiatriques également, et puis les diabètes avec le risque d'hypoglycémie. Souvent, quand un diabète n'est pas dépisté ou en début de traitement, par exemple, il y a un grand risque d'hypoglycémie. Donc, le conseil, c'est si vous avez une de ces maladies, informez-vous auprès de votre médecin des contre-indications à la conduite. Et en cas de contre-indication à la conduite, c'est une démarche personnelle de le signaler auprès de la police. Voilà. Donc, après avoir balayé une grande liste de facteurs accidentogènes, la conduite a des risques sur la santé. Donc le risque principal, c'est le risque de pathologie du dos lié à la position assise statique prolongée. Donc cela peut entraîner des troubles musculo-squelettiques, avec des lombalgies, des cervicalgies. Également, nous pouvons retrouver des pathologies cardiovasculaires. Les autres risques sont liés ça peut être des douleurs au niveau de la colonne vertébrale en lien plutôt avec les vibrations du véhicule. Surtout la vitesse de la conduite, l'état du véhicule. Nous pouvons retrouver de la fatigue et du stress à cause du bruit du moteur, de la circulation, surtout en milieu urbain. De la fatigue et de la somnolence, surtout l'été et dans des véhicules non climatisés. Et donc de la fatigue visuelle à cause des phares et des véhicules en face. Le risque chimique, donc qui peut entraîner des troubles respiratoires et des troubles du système nerveux, donc là souvent en lien avec les gaz d'échappement, pareil plutôt en milieu urbain, les vapeurs de carburant. Nous avons également les risques biologiques en lien avec le contact régulier avec les clients, le covoiturage et le partage de véhicules. Donc nous souhaitons vous apporter une petite note par rapport au Covid.
Donc pour le partage de véhicules, pensez donc au port du masque, hein, si vous êtes plusieurs dans le véhicule. Pensez à nettoyer et désinfecter les surfaces de contact et aérer l'habitacle. Voilà. Et les risques sur la santé, c'est également les risques psychosociaux. Hein, on a bien compris que la conduite expose à un stress chronique, un stress lié aux contraintes professionnelles et un stress lié à la conduite elle-même. Donc c'est une charge mentale très importante. Voilà, donc je vais laisser la main à Evelyne pour les autres modes de déplacement. Bonjour à tous, donc Evelyne Desmonas, donc conseillère en prévention. Donc comme on a pu le constater à Lyon et ailleurs dans les grandes villes, la route est un espace collectif qui est partagé entre les voitures, les vélos, les motos et les piétons. L'usage des deux roues est en hausse en ville. Les déplacements doux sont encouragés par le développement durable, la lutte contre la sédentarité, un coût peu élevé, hein, et surtout depuis la crise sanitaire, hein, pour éviter la fréquentation des transports en commun, qui sont des lieux très fréquentés. On peut remarquer que les infrastructures sont peu adaptées ou pas toujours adaptées au mode de transport doux. Peu de pistes cyclables, l'utilisation des voies de bus, la circulation à contresens. Les usagers sont effectivement plus vulnérables. Le risque d'accident est 3 fois plus important qu'en voiture et le risque d'être gravement blessé est 16 fois plus élevé. Alors, un petit zoom sur les deux roues motorisées. Donc, les deux roues motorisées sont le moyen le moins sûr. Hein. Les deux roues motorisées représentent seulement 2% du trafic, mais c'est un accident mortel sur 4, et ce qui représente 31% des blessés. Les accidents sont en majeure partie hors agglomération, de jour et par beau temps, et 58% ont moins de 24 ans. Les réflexes pour rouler en toute sécurité. Donc, réduire l'exposition au risque routier, préparer ses déplacements, avoir effectivement un véhicule sûr et bien entretenu, être équipé en sécurité, voir et être vu, emprunter des voies sécurisées, hein, privilégier les pistes cyclables pour le vélo et les trottinettes, le respect du code de la route et par exemple en entreprise, ça pourrait être signaler les dangers à l'entreprise, sécuriser les accès à l'entreprise. Donc, quelques éléments pour les équipements vélo et trottinettes. Hein, les casques sont recommandés, mais on aura plutôt envie de vous dire que ça serait à privilégier. Hein, c'est vraiment un élément de sécurité important. Pour les deux roues, l'airbag est plutôt quelque chose qui protège le conducteur de deux roues. On va parler aussi un petit peu des déplacements à pied. Donc, les déplacements à pied, 7% des déplacements à pied sont entre le domicile et le travail, ce qui représente à peu près 1% des décès et 4% des décès lors d'un trajet professionnel. Donc, un piéton a des droits et des devoirs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un piéton, il est prioritaire sur les conducteurs de véhicules dès l'instant où il est engagé sur un passage piéton, régulé ou non par des feux tricolores. Il doit observer les règles du code de la route et il a obligation d'emprunter les passages piétons qui sont situés à moins de 50 mètres de lui. Les règles de sécurité pour les piétons, donc c'est effectivement traverser en sécurité, hein, sur les passages piétons, être attentif. Donc, pour ce faire, attention à l'usage du téléphone, attention aussi à l'usage des écouteurs. Pensez aussi aux autres déplacements, hein, au vélo, dans les voies à double sens cyclables et véhicules électriques, hein, qui sont plutôt silencieux. Dès que la visibilité est insuffisante, c'est intéressant de pouvoir avoir des vêtements clairs ou munis de bandes réfléchissantes ou fluorescentes. Attention aussi aux chutes de plein pied, hein, dans la rue lors des intempéries. C'est intéressant de bien se chausser. Hein. On a eu une année du verglas sur les trottoirs et on a eu beaucoup d'accidents de trajet de cet ordre. Alors maintenant qu'on a exposé la sinistralité du risque routier, hein, les enjeux, les risques liés à la conduite et les risques liés à la santé et les autres modes de déplacement, à présent, on va s'intéresser à la question de la prévention des risques. Donc, comme vous l'a exposé notre juriste, l'employeur a des obligations d'évaluation des risques professionnels et la formalisation dans le document unique.
L'évaluation du risque routier doit s'inscrire dans une démarche de prévention globale et participative avec les salariés pour avoir leur retour. Cette démarche a un préalable, c'est l'engagement de la direction, un engagement si possible formalisé et communiqué à l'ensemble du personnel. Cette démarche, elle va commencer par un état des lieux des déplacements. Donc, on va se poser la question de qui est concerné, les temps de conduite, le nombre de véhicules, le bilan des consommations de carburant, la sinistralité sur 3 ans. On peut aussi avoir l'analyse des accidents du travail pour recueillir des informations sur la cause de l'accident, le recueil des points de vue des salariés qui est important, des représentants CSE et aussi le point de vue du médecin du travail. Ensuite, il faudra faire une analyse de l'organisation et des caractéristiques des déplacements. Donc, existe-t-il des mesures pour réduire les déplacements? Les contraintes de temps sont-elles évaluées? Ensuite, on va analyser la gestion du parc du véhicule. Donc, comment sont attribués les véhicules? L'évaluation de l'état du parc et de son entretien, le transport de charge, les équipements de sécurité à bord. L'analyse de la gestion des communications et des pratiques. Donc, les salariés sont-ils dotés d'un téléphone portable professionnel? Quelles sont les règles dans l'entreprise encadrant son usage? La cohérence des process internes avec les règles de sécurité. Quatrième axe, l'analyse de la gestion des compétences. Donc, analyse du recrutement et de la formation des salariés, état de santé et hygiène de vie des salariés, l'implication du management. L'ensemble de cette évaluation doit être formalisé dans un plan d'action. Donc, un plan d'action où on doit informer et sensibiliser, former les collaborateurs, communiquer en interne et évidemment faire un suivi et une mise à jour de ce plan d'action. Maintenant, on va vous exposer des exemples d'actes de prévention sur les 4 thématiques, les 4 axes de management. Donc, le premier, c'est l'organisation des déplacements. Donc, on va s'interroger sur comment limiter les déplacements. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Des visios, des audioconférences, grouper les déplacements, mettre en place du télétravail. Ensuite, on peut aussi travailler sur la réduction des contraintes horaires. L'organisation des tournées, rationaliser les parcours, limiter les kilomètres parcourus. Ensuite, on peut aussi intégrer des temps de conduite et des temps de pause dans l'organisation du travail. On prépare les déplacements à l'avance, temps de conduite, durée totale du déplacement, on tient compte de la météo, de l'état du trafic, du choix de l'itinéraire et on respecte le temps de pause. Donc, c'est une action qui est plutôt en lien avec la planification des déplacements. Si possible, on invite les salariés à privilégier les transports en commun, trains, avions qui sont plus sûrs que la route. On peut aussi mettre en place du covoiturage. Donc là, c'est quand même une démarche abordée au niveau du covoiturage, quand même faire attention de ne pas mettre tous les cols blancs dans la même voiture. Ensuite, on va pouvoir agir sur le choix et l'entretien des véhicules. Donc, un véhicule équipé, adapté à la mission et bien entretenu. On peut aussi faire le choix d'avoir des éléments, des options, par exemple la boîte automatique ou peut-être un coussin lombaire pour le salarié qui a des problèmes de ressaut. On réfléchit aussi à l'aménagement des véhicules selon l'activité, comment on range ses outils dans une voiture, par exemple, et vraiment avoir un véhicule qui soit adapté à l'activité. On sensibilise les salariés à veiller au bon état du véhicule. Le salarié est aussi acteur de sa prévention et doit maintenir son véhicule en bon état et surtout faire remonter l'information quand il ne l'est pas. Un troisième axe qui est lié à l'organisation des communications. Donc, on a vu tout à l'heure que on a vu que les distracteurs, le téléphone était un principal distracteur. Donc là, on va s'interroger sur quels sont les besoins d'appel, quel est le degré d'urgence des différents appels, est-ce que tous nécessitent un traitement immédiat, peut-on confier à une personne sur un poste fixe la fonction de répartition des appels. On peut aussi mettre en place un protocole de communication pour éviter l'utilisation du téléphone au volant, quel que soit le dispositif. Quatrième axe de prévention,
La gestion des compétences. Donc là, sensibiliser les salariés au risque routier, avoir un permis de conduire valide, donc demander la copie du permis de conduire. On peut aussi former à la conduite en sécurité, former à l'éco-conduite aussi, sensibiliser aux addictions à l'alcool, aux drogues, faire une formation aux gestes de premier secours, qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident, formation en matière de chargement, répartition, calage et arrimage des charges, pour rebondir sur les charges embarquées, la vérification de la validité du permis de conduire et puis aussi l'aptitude médicale quand il y a besoin. Comme vous l'a stipulé Janie, notre juriste, le risque trajet n'est pas un risque à évaluer dans le document unique, mais on peut quand même agir sur le risque trajet. Alors, qu'est-ce qu'un employeur peut mettre en place pour limiter le risque lié au trajet? Donc, limiter les déplacements des salariés, donc par exemple avec mettre en place un restaurant d'entreprise, aménager les horaires et privilégier le télétravail. On peut aussi privilégier les moyens de transport collectifs. Donc, transport public, information sur le coût du transport individuel et surtout sur la prise en charge qui est mise en place par les employeurs. On peut aussi aménager les accès à l'entreprise et faciliter le stationnement des véhicules des salariés. Le balisage, le fléchage, l'éclairage, l'organisation des voies de circulation, la limitation de vitesse aussi autour de l'entreprise. On incite les salariés à veiller au bon état de leur véhicule, la vérification de l'état du véhicule, les campagnes d'information sur l'éclairage, les pneumatiques, les organes essentiels de sécurité. On peut installer par exemple un gonfleur de pneus à l'intérieur de l'entreprise pour que les salariés puissent l'utiliser. Aider les salariés à préparer leur trajet, aménagement concerté des horaires, horaires variables, repérage des accès à risque, information sur les conditions de circulation. Et informer et sensibiliser les salariés, donc faire des campagnes de sensibilisation, téléphone au volant, addiction, distance de sécurité, des journées d'information, de l'éco-conduite, de l'affichage sur les lieux de travail. Donc là, je vous ai exposé des exemples, c'est parmi tant d'autres, sur les axes de prévention pour limiter le risque dans l'entreprise. Je vais maintenant passer la parole à Sarah Laporte pour parler du rôle du service de santé au travail. Donc effectivement, notre rôle pour les professionnels de santé, médecins et infirmiers, c'est la surveillance individuelle, entre autres. Donc la visite d'information et de prévention est réalisée soit par l'infirmière, soit par le médecin du travail. Donc les conducteurs, véhicules légers, véhicules utilitaires, bénéficient d'un suivi individuel simple. La périodicité pouvant aller jusqu'à 5 ans, le médecin du travail peut évaluer cette périodicité. Nous réalisons des examens à la demande du médecin du travail, un examen visuel, un examen auditif et une analyse d'urine. Lors de notre entretien avec le salarié, nous l'informons sur les expositions professionnelles et pouvons conseiller sur le risque routier. Nous allons rechercher les antécédents médicaux, le suivi médical du salarié, entre autres son suivi ophtalmo, un suivi cardiologique, les traitements qu'il prend actuellement. Nous allons l'interroger sur son hygiène de vie. L'hygiène de vie, le sommeil, les addictions, les activités physiques. Et de par ce questionnaire, de par cet interrogatoire médical, nous allons le sensibiliser sur les thèmes alcool, drogue, médicaments et l'hygiène de vie, bien sûr. Il y a également des actions collectives. Donc là, je laisse la parole à Evelyne, elle va vous le détailler. Alors, la GMETRA peut vous accompagner. Donc, nous avons une équipe pluridisciplinaire autour du médecin, infirmière, conseillère en prévention, assistante santé-travail. Donc, les CPST, les conseillers en prévention, peuvent vous accompagner à l'évaluation des risques professionnels, donc à la formalisation dans le document unique. On pourra aussi créer des ateliers de prévention, alors autant pour les employeurs et pour les salariés, donc en présentiel sur notre siège à Oullins. On va attendre un petit peu que la crise sanitaire et que le Covid nous laisse un petit peu tranquille pour pouvoir organiser du présentiel avec peut-être des ateliers un petit peu plus ludiques, avec des jeux, avec des choses un petit peu plus
plus ludique. On peut aussi, à l'intérieur de l'entreprise, réaliser des sensibilisations du risque routier. Donc là, en général, avec l'infirmière santé-travail et le conseiller en prévention. Vous pouvez consulter notre site internet où les actualités sont, où on publie régulièrement tout ce qu'on peut vous mettre à disposition et tous les accompagnements qu'on peut vous proposer. Donc pour conclure, la prise en compte du risque routier peut être un moyen de favoriser le dialogue social et la pérennité de l'entreprise. Le dialogue social, parce que la démarche proposée est vraiment une démarche participative et c'est vraiment important de pouvoir intégrer les salariés dans cette démarche. Les mesures de prévention mises en place ont un impact positif sur l'état de santé, l'environnement et l'économie de l'entreprise. On vous a noté à la fin du PowerPoint, pour en savoir plus, on vous a noté des liens pour pouvoir aller plus loin sur cette démarche et pour être aidé par de la documentation. La sécurité routière propose aux entreprises de signer une charte des 7 engagements, donc qui peut être intéressant donc de signer cette charte. Donc là, vous pouvez vous rapprocher de la sécurité routière. On a terminé avec cette présentation. Voilà, du coup, on va mettre fin à ce webinaire. On a respecté les horaires. On est très contente. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé à la fin du webinaire. Et écoutez, merci à tous et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.